Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Les malformations urinaires. Cette entité traite un ensemble de pathologies vues de moins en moins en consultation d'urologie en pratique courante. Et ceci grâce au diagnostic de plus en plus précoce de ce type de maladie par nos collègues pédiatres, chirurgiens pédiatres ou généralistes. On va commencer par étudier un petit peu le plan du cours. Nous allons commencer par un rappel embryologique qui va nous servir comme rafraîchissement un petit peu de notre mémoire et pour aussi énumérer les différentes phases de l'organogénèse où les malformations peuvent prendre naissance. Nous traitons par la suite les malformations du rein, puis les anomalies de la voie excrétrice, l'étude de l'anatomie de la jonction urétero-vésicale. Ceci constitue un impératif afin de comprendre les anomalies qui touchent cette dernière et permettre de proposer le traitement adéquat. Et enfin, on va étudier quelques malformations qui touchent la vessie, la jonction urétero-vésicale et l'urètre. Le système urinaire se développe à partir du mésoblaste intermédiaire et du sinus urogénital dès la 3e semaine du développement embryonnaire. Le rein se développe en 3 étapes, et ceci à partir de la 4e semaine d'aménorrhée, avec une ébauche crâniale qui est le pronéphros, et ceci régresse à la 8e semaine et qui n'est jamais fonctionnel. Par la suite, il y a une ébauche intermédiaire qui est le mésonéphros, qui n'est que transitoirement fonctionnel chez l'embryon entre la 6e et la 10e semaine d'aménorrhée. Par la suite, il y a une ébauche du rein définitif, qui est le métanéphros. Ce dernier dérive d'un bourgeon métanéphrogène, qui est d'origine mésodermique, et d'un bourgeon urétral, d'origine de la partie caudale du canal de Wolff. Les deux reins se mettent en place dès la 9e semaine d'aménorrhée, avec une sécrétion rénale débutée entre la 9e et la 12e semaine, et ainsi une diurèse estimée entre 12 et 28 cc par heure, ce qui permet le maintien d'un volume adéquat du liquide amniotique. On passe maintenant aux malformations du rein. Il faut savoir qu'il existe des anomalies de nombre et des anomalies de symphyse et autres de position, et enfin de structure. Donc, des anomalies de nombre, de symphyse, de position et de structure. Premièrement, on va amorcer l'étude des anomalies du nombre. Petit a, agénésie rénale, qui se caractérise par l'absence de formation totale du parenchyme rénal, d'un parenchyme rénal fonctionnel. Ceci dit, il peut y exister un reliquat non fonctionnel. Cette agénésie ne peut être que d'une manière unilatérale, car si elle est bilatérale, cela constituerait une incompatibilité avec la vie. Petit b, un rein ou bien des reins surnuméraires, et ceci soit en position normale ou ectopique, unie ou bilatérale. Deuxièmement, on va étudier les anomalies de la symphyse rénale. Voici un schéma ou bien des schémas faits après dissection post-mortem d'une anomalie de la symphyse appelée symphyse en fer à cheval.
il faut savoir que cette dernière constitue une anomalie, mais pas une maladie. Car la personne qui présente ce type de malformation peut être malade, comme peut mener une vie complètement normale. Sauf s'il existe un défaut quant au drainage des urines. Ça veut dire, s'il y a un patient qui présente une malformation de la symphyse rénale type rein en fer à cheval, ça ne constitue en rien une maladie. Par contre, au cours de sa vie, s'il y a un mauvais drainage des cavités excrétrices, il peut se former des calculs ou bien des dilatations avec une dilatation des cavités excrétrices avec atteinte du capital néphronique. Troisièmement, on va étudier les anomalies de position, qui peuvent être une anomalie de position du rein en position haute, en intrathoracique, basse en position pelvienne, ou bien croisée. Ça veut dire le rein est soit en sus ou bien en sous le rein qui est en normoposition. Voici quelques schémas qui peuvent caractériser ce genre d'anomalie. Quatrièmement, on va étudier les anomalies de structure du rein avec les polykystoses rénales qui touchent les deux reins, un rein kystique, la maladie de Kaczynski, la mégacalicose et l'hydrocalyse. Ça, c'est des maladies du rein, c'est des maladies de structure qui vont atteindre le capital néphronique, ils vont finir par détruire le parenchyme rénal. Cinquièmement, les hypoplasies rénales, ou bien les hypoplasies du rein, qui résultent de l'arrêt à un moment donné du développement en intra-utérin, du développement du rein, dont la structure est normale. L'étiologie reste méconnue. Ceci dit, il existe quelques hypothèses qui peuvent l'expliquer. L'hypothèse la plus probable est le déficit en facteur de croissance. Il existe aussi d'autres anomalies qui sont très rares. On va se contenter de les citer. Premièrement, les anomalies des vaisseaux du rein. On va citer le croisement d'un vaisseau polaire inférieur avec la jonction piélo-urétérale qui peut constituer ou bien qui peut à la longue faire subir à cette jonction des microtraumatismes induisant une sténose de la jonction et par la suite une dilatation en amont des cavités excrétrices, des douleurs, des syndromes infectieux, des infections à répétition, et j'en passe. Deuxièmement, l'existence d'un vaisseau polaire ectopique, naissant directement de l'aorte. Il faut savoir que ce n'est pas une maladie en elle-même, mais cette particularité anatomique doit être connue lorsque une néphrectomie est posée pour une indication quelconque, soit dans le cadre d'une maladie tumorale ou bien une néphrectomie pour une hydronéphrose majeure. D'accord ? Ça veut dire que cette naissance ectopique du vaisseau polaire inférieur ou bien du vaisseau polaire supérieur doit être connue avec une bonne analyse des clichés scanographiques ou même demander un angioscanner. On passe maintenant aux anomalies urétérales qu'on va subdiviser en, premièrement, anomalie du nombre. Dans les anomalies du nombre, il existe la bifidité, la duplicité ou bien l'agénésie urétérale. Il faut savoir que la bifidité est représentée par un seul système excréteur avec deux uretères. Par contre, la duplicité est représentée
par deux systèmes excréteurs drainés par deux uretères. Par contre, l'agénésie urétérale est formée par un tube, un uretère qui va nulle part, qui ne draine rien du tout. Ça veut dire c'est un uretère borne. Deuxièmement, on va étudier les abouchements ectopiques de l'uretère, qui est souvent associé à un syndrome polymalformatif urinaire, associé ou non à une urétérocèle, duplicité urétérale, troisièmement, on va étudier les obstructions urétérales congénitales. Petit a de la jonction piélo-urétérale, petit b de la jonction urétéro-vésicale. De ce qui est des anomalies de la jonction urétéro-vésicale, c'est une pathologie qui touche beaucoup plus les filles. Elle est de découverte suite à des symptômes caractérisés par des épisodes d'infection à répétition, des pyélonéphrite à répétition, rarement protéinurie, hypertension, insuffisance rénale. Ce genre de pathologie est diagnostiqué par l'UCR et classé en 5 stades. Il y a de plus en plus un intérêt important apporté à l'échographie qui a permis un diagnostic de plus en plus précoce de ce genre de pathologie. Ça permet l'évaluation de la pathologie et l'éventuel retentissement sur les cavités excrétrices. L'UIV est optionnel. La cystoscopie peut être indiquée en cas de doute diagnostique. Et en fin de compte, on peut s'appuyer sur l'uroscanner pour une étude plus approfondie et pour pouvoir classer cette pathologie. Les deux malformations, que ce soit l'urétérocèle ou bien le reflux vésico-urétéral, sont le résultat d'une immaturité du développement de la jonction urétéro-vésicale. La première, l'urétérocèle, est constituée par une poche kystique de cette jonction, ce qui induit un mauvais drainage rénal des cavités excrétrices. Ça veut dire, ce qui en résulte, c'est une dilatation en amont, un défaut ou bien une obstruction quant au drainage des urines. Le reflux vésico-urétéral, représenté par le déficit du système anti-reflux de la jonction urétéro-vésicale, avec des urines qui montent anormalement de la vessie vers le rein lors d'une miction. Cette pathologie doit être diagnostiquée de plus en plus précocement et bénéficier d'un traitement selon le stade de la maladie, avec au stade d'un traitement chirurgical qui peut bénéficier d'un traitement endoscopique ou bien d'un traitement chirurgical. Ensuite, la réimplantation de la jonction selon plusieurs procédés, selon Cohen. Les anomalies de la vessie et de l'urètre, on va citer l'extrophie vésicale. L'extrophie vésicale constitue une pathologie qui est actuellement dans les pays européens un motif d'une interruption d'une IVG, une interruption volontaire de la grossesse, vu que cette maladie rentre dans un tableau de syndrome polymalformatif urinaire, avec de grosses difficultés quant à la réparation ad intégram de la vessie, de la paroi et des organes génitaux. L'extrophie vésicale se caractérise par une immaturité de la paroi antérieure de la vessie ainsi que le plan cutanéo-musculeux, associant ainsi une malformation urinaire
associées ou non à des malformations génitales. On va citer comme malformation aussi vésicale l'absence d'involution de l'ouraque, c'est-à-dire la persistance de l'ouraque, qui est un ligament entre l'ombilic et la vessie. Il peut être perméable ou non. Cinquièmement, les fistules urétrorectales ou vésicorectales. Et deux types de pathologies peuvent être associés ou non. La sténose ou bien valve de l'urètre postérieur constituait pendant longtemps une cause de l'insuffisance rénale chez le nourrisson. Alors que cette pathologie est méconnue, elle fut diagnostiquée, ou bien elle est diagnostiquée de plus en plus précocement grâce à l'échographie pratiquée en néonatal, ou bien par nos collègues gynécos en intra-utérin. Parmi les anomalies aussi urétérales, on va citer l'implantation du méa urétral, constitué par deux pathologies, hypospadias ou épispadias. L'hypospadias se caractérise par un abouchement ectopique du méa urétral, soit en position, ça veut dire c'est sous la verge, en position antérieure ou moyenne, ou bien scrotale postérieure, selon le schéma suivant. La deuxième malformation du méa urétral, c'est l'implantation ectopique de ce dernier en position ventrale sur la verge en épispadias. Il faut savoir que ces deux types de pathologies, l'épispadias et l'hypospadias, doivent bénéficier selon le stade et la gêne fonctionnelle générée d'un traitement chirurgical constitué par la méatoplastie. Avant de finir le cours, on va parler un petit peu de la prise en charge des malformations urinaires, des principes de cette prise en charge. Il faut savoir que le danger présenté par ce genre de pathologie est l'insuffisance rénale. Ainsi, 20% des insuffisances rénales de l'enfant sont d'origine malformative. Le principe de la prise en charge des malformations urinaires est un diagnostic précoce, poser l'indication du traitement selon le stade et agir rapidement. Il faut aussi faire un suivi régulier à long terme pour éviter les complications. On conclut en disant que cet ensemble de pathologies doivent être diagnostiquées précocement en mettant en exergue le rôle capital de l'échographie qui est de plus en plus utilisée pour poser le diagnostic et permettre le suivi de la pathologie.